Allez, c'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle François, je suis très content d'être au premier Meetup Rust Lille et j'aimerais bien vous parler d'un projet sur lequel je travaille depuis un peu plus d'un an et demi, 2 ans presque maintenant, pour un client parce que je suis indépendant et j'aimerais bien présenter la stack web qu'on utilise parce que sur Reddit, une fois par mois quasiment, il y a quelqu'un qui demande est-ce que Rust est prêt pour le web? Est-ce qu'il y a des bons frameworks? Est-ce que je peux tout faire en Rust? Est-ce que ça fonctionne quoi? Donc il y a 3 semaines, quand on était boire un verre pour la préparation de ce meet-up, je parlais que j'utilisais Rust pour faire du web. Et donc Jérémy m'a fortement suggéré de la présenter un peu à tout le monde. Et donc voilà, c'est comme ça que je fais cette présentation un peu par hasard. Alors on va commencer tout de suite. Déjà, je suis pas un expert Rust. Moi à la base, donc, je suis freelance depuis 2009. J'ai fait beaucoup de Ruby on Rails, beaucoup d'applications mobiles natives iOS, Android. Du React aussi un peu, mais moins. Et là, pour le moment, je fais du Rust quasiment full-time pour mes clients. Donc, je suis pas encore un expert, je suis un peu comme tout le monde, je pense que je passe beaucoup de temps à googler et à me battre avec les lifetime, quoi. Donc, même après quelques mois ou quelques années, ça reste. Alors, l'autre disclaimer, c'est surtout si vous avez un framework qui marche, si vous avez une stack qui fonctionne et que vous l'utilisez tous les jours, ça sert à rien de réécrire en Rust si vous en êtes content, quoi. Il n'y a pas besoin de suivre la hype ou quoi que ce soit. Gardez ce qui marche, si ça marche bien pour vous. Et alors, la troisième chose à laquelle il faut faire attention, c'est le time to market. Si vous avez une nouvelle app à faire en Rust, enfin vous voulez la faire en Rust, faites attention qu'il faut apprendre Rust, il faut apprendre l'écosystème, il faut apprendre tout. Et s'il y a des points qui manquent, ça peut vite devenir pénible, et donc le temps sur le marché est long, quoi. Donc voilà, c'est juste des disclaimers qui sont basiques, mais je préfère les dire quand même. Alors pour revenir à ma stack web à moi, en fait, je travaille pour le moment pour IMI Hydronic. IMI Hydronic, c'est une des 3 divisions d'un groupe plus général qui s'appelle IMI. C'est un groupe mondial, c'est plus ou moins 10 000 personnes. Hydronic, c'est une sous-partie de 1800 personnes. Et je travaille dans le bureau de R&D électronique et logiciel qui est à Louvain-la-Neuve en Belgique, et là on est 15, quoi. Donc c'est vraiment un tout petit bureau dans une grosse boîte, et on nous laisse un peu la paix dans nos choix techniques et dans ce qu'on fait. Donc voilà, ça c'est pour le contexte de l'app. Mais qu'est-ce que fait IMI en fait? IMI Hydronic, une grosse majorité des produits, donc il y a plein de produits, mais une grosse majorité des produits, c'est des vannes d'équilibrage et de contrôle pour des installations de chauffage ou de climatisation, ou dès qu'il y a du chaud ou du froid. Il y a des produits IMI qui peuvent être utilisés, parce qu'en fait, c'est très important de consommer le moins d'énergie possible, mais en gardant le niveau de confort qu'on a besoin, ou alors on a parfois des contraintes fortes. Dans une usine, il faut que quelque chose reste à une telle température tout le temps, peu importe ce qui se passe, il faut garder une certaine température ou refroidir un équipement, mais en consommant le moins d'énergie possible. Donc pour ça, il faut une installation bien équilibrée. Et c'est là que IMI a des produits qui marchent bien. Donc là, c'est une petite installation des bureaux avec aussi une partie locative, donc des appartements. Ça, c'est des toutes petites vannes. Ça, c'est des plus grosses. On ne se rend pas bien compte de la taille, mais ça fait déjà des belles pièces, quoi, des gros tuyaux et des grosses vannes. Donc ça, c'est un des produits phares de la boîte. Et je vais en parler d'un en particulier. Le dernier qui est sorti, elle s'appelle Thea Smart, c'est le nom de la petite vanne. Donc il y a 2 modèles, il y a plusieurs grosses et plusieurs petites. Donc il y a la vanne, un moteur dessus qui permet d'ouvrir ou de fermer pour faire passer moins d'eau ou plus d'eau. C'est super simple, hein. C'est un tuyau, on ferme ou on l'ouvre pour faire passer de l'eau. Donc il y a un moteur qui ferme et qui ouvre. Alors là on a une boîte, ça c'est spécifique à cette vanne-là. Et dedans, il y a un débitmètre ultrasonique, donc on sait le débit de l'eau qui passe. Puis cette vanne a aussi 2 capteurs de température, un qui est dans le corps et un déporté qu'on peut mettre sur un autre tuyau plus loin. Donc avec ça, on sait calculer ce que consomme une installation, puisque vous avez les 2 températures. Donc quand on veut chauffer, on a de l'eau chaude qui sort de la chaudière, on sait qu'elle passe à 80 degrés. L'eau qui revient, elle revient à 60. On a un delta de température, on sait le débit, donc on peut calculer la puissance et ce genre de choses. Donc ça, c'est une vanne un peu intelligente
qui a plein de logiciels et qui est connecté aussi. Donc, c'est un produit un peu haut de gamme et un peu intelligent qui sort. Alors, comme j'ai dit, ce truc, il y a du logiciel un peu partout, donc dans la vanne. Et comment on peut la configurer? Parce que forcément, on peut lui donner des comportements. Elle peut prendre des décisions toute seule. Avant, en fait, les autres vannes, elles ne savent pas prendre de décisions toutes seules parce qu'elles n'ont pas les mesures de débit, elles n'ont pas les mesures de température. Donc souvent, tout passe par un BMS, qui est un peu un gestionnaire de bâtiment, qui va donner des ordres aux vannes en fonction de la situation. Mais là, la vanne, elle peut prendre ses décisions toute seule si elle veut. Donc elle est connectée de plusieurs manières. Le plus commun, c'est les bus industriels, donc Modbus, BACnet, KNX, je ne sais pas si c'est des choses qui vous parlent, mais dans des bâtiments, souvent c'est utilisé pour automatiser des choses, aussi bien sur Ethernet qu'en serial. Et puis la partie qui nous intéresse plus, c'est en fait on peut la configurer par Bluetooth, parce qu'il y a du Bluetooth dedans aussi, avec une app mobile iOS Android qui s'appelle iTunes. Toutes les apps commencent par HY. Donc il y a iSelect, iTunes, iTools, iCloud, on va voir après. Donc c'est tout, il y a une certaine analogie technologique. Donc on peut la configurer avec iTunes donc, en BLE, mais il y a des endroits où c'est interdit, on n'a pas le droit de mettre du réseau sans fil forcément. Dans les hôpitaux, les data centers, les installations militaires, ce genre de trucs, ils ne veulent pas qu'il y ait du réseau wireless. Donc on a en plus une web app qui est servie directement par la vanne. Et donc celle-là, c'est un peu comme votre routeur chez vous, vous vous connectez à votre réseau et vous allez dessus pour la configurer en point à point en fait. Donc elle peut se déclarer sur MDNS, on peut s'y connecter. Et puis en plus, cette vanne, comme elle a un port Ethernet, elle a aussi un client MQTT, et donc elle peut envoyer des informations sur le cloud. Elle peut se connecter sur Internet et communiquer avec quelque chose d'autre, quoi. Donc ça, c'est tous les points de connexion plus ou moins de cette vanne. C'est bien beau, mais Rust, il est où? Alors, il n'est pas dans l'embarqué. Donc la vanne en elle-même, elle n'a pas de Rust. On en pourrait, parce qu'on peut faire de l'embarqué en Rust. Mais là, non, c'est du C avec FreeRTOS. Et ça, c'est parce qu'en fait, il y a un historique de la boîte. Tout le monde, ils font du C depuis très longtemps. Les process sont là, tout est fait en C. Et donc, il n'y a pas de raison, comme on disait tantôt, de tout réécrire en Rust juste pour le plaisir. Par contre, il y a d'autres points où ça a plus de sens. C'est la web app qui est servie directement par la TA Smart, et puis la partie cloud. Forcément, une fois qu'on a envoyé les données sur MQTT, ben là, ce qui va traiter les données, on peut le faire avec n'importe quoi. Ça peut que marcher, quoi. Alors, pourquoi on a choisi Rust? Il y a 1000 raisons, mais je pense que celle qui est la plus pertinente dans le cas de IMI et du bureau où je suis, c'est que Rust, en fait, il est assez versatile et il peut être utilisé dans beaucoup de contextes. Donc, on peut écrire des OS, on peut faire de l'embarqué, on peut écrire des outils en ligne de commande. Toutes les librairies, elles sont super bien faites, c'est très agréable. Des GUI, ça, à part GTK, c'est peut-être un peu plus boiteux, mais on peut le faire. Pour faire des API, HTTP, gRPC, tous les protocoles quasiment sont supportés. Un back-end web, donc générer de l'HTML, faire du routing et tout ça. Ou même du front-end web, c'est possible aussi. Donc Rust, il a un spectre d'utilisation qui est vraiment très 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 large. Et c'est une des raisons pour laquelle on l'a choisi. Et aussi parce que je revenais d'un projet Rust avant. Donc j'étais déjà un peu dans le bain. J'ai pas commencé le Rust avec ce projet. J'avais déjà un petit peu d'XP. Par contre, j'étais le seul dans l'équipe dans l'équipe de 15. On a chacun notre spécialité. Et il n'y avait jamais rien eu de web avant. Donc c'est la première fois que l'équipe est confrontée à un développement web ou à quelque chose de connecté en fait. Alors ça, c'est on utilise Rust finalement, pas pour la GUI, pas pour les embedded, pas pour de l'OS ou système. On a des tools en CLI, on a une API HTTP, on a un back-end et on a un front-end. Donc on a couvert pas mal de use cases. Alors je vais revenir sur la web app, donc celle qui est servie par la TA Smart. Là, on avait pas mal de contraintes. En fait, le processeur de la TA Smart, c'est un SCM32. Donc c'est un microcontrôleur qui n'est pas très puissant. Il n'y a pas de vrai OS entre guillemets qui tourne, c'est FreeRTOS, donc un OS real-time. Et on se voyait mal coder en C
une application web avec des templates qui génèrent de l'HTML, où il y a les 18N, qui fait du routing, on aurait pu le faire en C, mais on aurait sans doute flingué les perfs du processeur, parce que en attendant, ce processeur, il ne fait pas que servir l'application web, il fait tout le contrôle de la TA Smart, les bus industriels, tout ça, donc on ne voulait pas trop charger. Et puis le potentiel de faire des erreurs en C pour faire du web, c'était un peu compliqué. Donc le parti pris qu'on a suivi, c'est de faire une app totalement en client-side. Donc en fait, la TA Smart ne sert que deux fichiers, un index.html et puis un bundle WebAssembly. Et tout est dans ce bundle, quoi. Tout. Les SVG sont embeddés, toutes les traductions sont dedans, le système de gestion des unités est dedans, la gestion des paramètres et des commandes qu'on peut envoyer à la TA Smart, qu'on peut envoyer un certain nombre de commandes à cette vanne. Tout est embarqué dans le bundle WebAssembly. Et ça a été en grande partie, même 99% fait par Cécile Tonglet, qui est une autre freelance qui travaille avec moi sur ce projet en part-time. Donc la TA Smart, là, elle ne doit rien faire. Elle sert deux fichiers. On a le front-end qui s'ouvre. Et puis, pour quand même communiquer, pour envoyer quand on change les paramètres sur la TA Smart, c'est envoyé via un WebSocket. Donc dès que l'app démarre, elle ouvre un WebSocket. Et là, on a un protocole qu'on utilise pour toutes les connexions avec la TA Smart. Donc en USB, en Bluetooth et en WebSocket, c'est le même protocole en fait. Tout le monde utilise les mêmes messages. Comme ça fait encore moins de choses sur la TA Smart. Elle reçoit les données de n'importe quelle source et c'est toujours la même chose, quoi. Donc c'était les contraintes qu'on avait sur ce front-end. Alors pourquoi on a pris Rust pour le front-end et quel framework on a pris, parce qu'il y en a plein. Donc nous on a pris You, mais il y en a d'autres. Certains existent. Moonzoon, ça n'existait pas quand on a commencé, par exemple. Ils ont tous leurs spécificités. Il y en a qui utilisent un Virtual DOM, d'autres pas. Il y en a qui ont une syntaxe à la JSX, donc pour faire de l'HTML dans le JS, d'autres pas. Donc ils ont chacun un peu leurs caractéristiques. Nous on a pris You parce que c'était un des plus vieux et un des plus matures dans tout l'écosystème. Il y a aussi, là c'est un peu un système de JSX, il y a des macros un peu comme dans React. Donc on est familier, quand on a fait du React, c'est facile de lire le code des composants. Ils ont rajouté les hooks et les function components, donc ça ressemble encore plus à React. Donc on est parti là-dessus. Et en fait on s'était dit, ok on essaye. Si on est bloqué, tant pis, on fall back sur React ou Angular ou Vue ou n'importe quoi, mais on teste, on verra si ça marche. Finalement ça marche bien, donc on a gardé ce front-end en You. Alors l'autre partie où on utilise Rust, c'est toute la partie cloud. Donc la vanne envoie ses données sur AWS IoT. Et là on a tout est en Rust. Donc on a aussi une web app où les clients peuvent se connecter, peuvent gérer leur projet, peuvent retrouver leur TA Smart, les assigner au projet, mettre les droits des utilisateurs, la configurer, toutes ces choses-là. Donc là, il nous fallait un framework web. Et en fait, un framework web, c'est assez large comme dénomination. Qu'est-ce qu'on entend dans un framework web? Qu'est-ce qui est pris? Un vrai gros framework qui a l'HTTP, le routing, la génération de l'HTML évidemment, peut gérer le JSON pour faire des API par exemple, WebSocket, parfois il y a des abstractions pour les bases de données, un système de queue pour les tâches qui prennent plus de temps, un asset pipeline par exemple pour traiter tous les assets et générer un bundle, et puis il y a parfois tracing et monitoring. Donc ça c'est un framework complet qui couvre toutes les facettes, quoi. Alors il y a plein de frameworks qui existent, on dit que c'est des frameworks omakase, à des degrés variés parce qu'en fait, ils proposent tout. Par exemple, Ruby on Rails, tout ce qu'on a mentionné avant, c'est intégré dans Ruby on Rails. Il y a toujours une voie par défaut qui vous est offerte par le framework. Vous pouvez toujours la switcher si elle ne vous plaît pas, mais par défaut, vous avez tout, vous ne devez pas réfléchir. Il y a le framework way of doing things. C'est vrai pour Django, Laravel, Symfony, Elixir, Next.js, à des degrés différents, mais ils incluent tout en fait. Le problème, c'est qu'en Rust, on n'en a pas. Ça n'existe pas. Tous les frameworks sont à un niveau d'abstraction un peu en dessous, un peu comme Flask ou Sinatra.
ou des choses qui vont plus faire juste du routing, du template HTML, proposer de quoi faire des API et vont fournir tous les outils pour venir binder le reste, mais ce ne sera pas fourni out of the box. On n'aura pas une expérience unique. Si vous avez des applications web en Rust ici, je suis sûr qu'on a tous des stacks un peu différentes, quoi. C'est pas comme un projet Ruby on Rails où là on est sûr que normalement, quasiment tout le monde utilise toujours la même chose, quoi. Alors il y a encore une fois plein de choix, comme pour le framework front-end. Alors, les trois plus connus, je pense, et les plus utilisés, mais c'est la politique du doigt mouillé, hein. Je pense que c'est ces trois-là. Actix, Rocket, Axum. Il y en a des intéressants, genre Warp, il est complètement fou, mais mon cerveau peut pas suivre. Donc Actix, Rocket et Axum, c'est les plus communs. Et nous, on est parti sur Rocket parce que c'était celui qui avait l'air le mieux fini. En fait, on a l'impression que le créateur, il a déjà fait plein d'applications web dans d'autres langages, et on sent les influences d'un mec qui a du pragmatisme. Et la doc est parfaite, enfin tout est vraiment très bien. Il y a des points un peu plus embêtants, c'est comme la maintenance, le gars est tout seul, et puis à un moment il a disparu. Et tout tournait, tout allait bien, les gens répondaient dans la communauté, les gens répondaient aux questions, tout avançait, mais le mec n'était pas là, et donc on se demandait, qu'est-ce qu'on va faire? Là, il va y avoir une fondation Rocket pour justement retirer le chapeau, enfin la responsabilité du mainteneur principal vers une fondation pour que ce soit un peu plus sain. Mais bon, le framework est vraiment chouette, quoi. Alors, ce qu'on a rajouté sur Rocket, c'est SQLX. Donc, vous savez maintenant bien ce que c'est. Le templating, on le fait avec Terra. Ça utilise la syntaxe de Jinja 2. Ceux qui font du Python, souvent, ils connaissent. On utilise CERD pour serialiser et déserialiser en JSON, YAML et tout ça, mais ça, tout l'écosystème Rust est là-dessus. Alors, on utilise forcément, comme on est sur AWS, beaucoup de SDK d'AWS et le Lambda Runtime, parce que nos lambdas sont aussi en Rust. Et ce qui est bien maintenant, c'est que AWS fournit tout, alors qu'avant, c'était des projets communautaires et c'était parfois pas évident d'avoir du support d'AWS. Là, maintenant, c'est eux qui éditent, c'est eux qui font. Les SDK prennent un temps dingue à compiler. Ça a complètement foutu en l'air notre pipeline CI, tellement ça met un temps dingue. Mais au moins, c'est le SDK officiel, quoi. Donc ça, c'est les grosses librairies qu'on a assemblées pour avoir notre application web. Sinon, tout le reste était dans Rocket, quoi. Tout est bien. Et pour le front-end, on utilise You. Exactement comme pour l'application qui est servie par la TIA Smart. Et ce qu'il y a de bien dans ça, c'est qu'en fait, on récupère des components entre les deux apps. Donc l'app qui tourne sur la TIA Smart directement et l'app qui est dans le cloud, il y a des composants qui sont communs entre les deux. On les a récupérés. Et on utilise Uprint, c'est une librairie de composants pour You. C'est un port de Blueprint qui sont des composants pour React. C'est les mêmes, mais pour You, quoi. Ils sont codés au fur et à mesure, donc ils ne sont pas tous là, mais il y a tous les trucs habituels, quoi. Donc ça, c'est la stack qu'on utilise. Pour le moment, ça tourne bien, donc on est plutôt content. Alors comment on organise le code de ça? Je ne sais pas si tout le monde sait lire, si ça c'est grand dans le fond, mais... Ça, c'est la hiérarchie dans mon VS Code. Donc j'ai un dépôt iCloud, avec dedans le code de l'app, des lambdas et tout ça, et le code de l'infra, donc tout ce qui est déploiement, c'est avec Terraform. Et donc tout est dans le même dépôt. Dans mon répertoire app, quand je zoome dedans, c'est un workspace Rust. Donc un workspace, c'est un endroit où on peut mettre plusieurs crates au même endroit. Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut les référencer les unes aux autres, sans devoir passer par un fournisseur de paquets externe, genre un repo Maven ou un repo de crate. On peut tout avoir au même endroit. C'est vraiment... je crois qu'en JS, c'est Lerna, et peut-être que Yarn maintenant a des workspaces aussi, où les paquets peuvent vivre au même endroit. C'est le même principe. Et donc là, vous voyez mes crates que j'ai. Donc j'ai mes API entities, donc ça c'est les entités qui sont utilisées entre le front-end et le back-end, qui vivent toutes seules. J'ai des lambdas, mais ça, bon, tout ce qui finit par lambda c'est les lambdas, c'est pas grave. DB, donc ça c'est là que j'ai toutes mes queries vers ma DB.
Et donc c'est la seule crate qui dépend de SQLX. Toutes les autres vont utiliser, dès que quelque chose a besoin de l'ADB, il va utiliser cette crate-là, et il ne va pas utiliser SQLX en direct. Donc ça permet de garder les choses bien séparées. Et alors aussi, ça permet, comme notre liste de queries commence à augmenter, le temps de compilation peut être long. Ce qui est bien là, c'est si je vais changer des choses dans le serveur, si ma DB est déjà recompilée, ben, je ne vais pas réexécuter mes macros qui sont dans DB puisque elles ne seront pas impactées. Le front-end, donc ça c'est toute l'application You, des lambda. Le serveur, donc c'est un monolithe. C'est vraiment une app classique assez grosse, dans laquelle j'extrais en lambda les parties qui pouvaient me poser problème si l'app est down. Donc par exemple, quand l'app est down, pour une raison ou pour une autre, je veux quand même continuer à ingérer les données d'ETA Smart. Je ne veux pas que ce soit l'app principale qui le processe, donc tout ça, ça passe par des lambda et des queues. Et puis il y a un dernier package qui s'appelle Xtask, mais on va voir après à quoi il sert. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le principe des Xtasks ou pas du tout. Okay, bon, on va voir juste après. Donc pour builder, c'est facile, le serveur c'est juste aux routes du workspace, cargo build, le package que je veux builder, serveur. Il me fait mon binaire x86, j'ai rien à faire. Par contre pour le front-end c'est un peu plus compliqué, parce que j'ai mon front-end, je le compile, mais je veux le compiler pas vers x86, mais vers WebAssembly pour pouvoir l'exécuter dans mon browser. Mais là, on a besoin de plus que juste le bundle, en fait. Parce que le WebAssembly n'a pas accès aux API du browser. Il faut toujours passer par le JS. Donc en fait, on a une sorte de glue entre notre WebAssembly, notre module WebAssembly, et les choses qu'on va utiliser en JS. Une sorte de bridge qui doit être fait. Et donc ça, il est généré automatiquement par Wasm Bindgen, mais il faut l'appeler, il faut mettre tous les tuyaux ensemble. Et pour ça, il y a des outils, il y a WasmPack ou Trunk. Ça, ce sont des outils externes qu'on installe en ligne de commande. C'est un command line tools qui permet de faire ça. Entre autres, ils font d'autres choses, mais c'est le principal. Et alors, il y a aussi un autre package qui s'appelle Xtask Wasm, qui fournit une librairie pour faire tout ce que font ces deux-là, mais en tant que librairie Rust, en fait. Et Xtask, c'est juste un principe, c'est une convention où les gens se mettent d'accord. Dans un workspace Rust, on fait un package qui s'appelle Xtask, et ça devient en fait un outil où on peut exécuter du code. Au lieu d'écrire un script bash, ben en fait j'écris une Xtask qui correspond à ce que je voulais faire. Donc je l'écris en Rust. Il y a des librairies qui fournissent des services. Donc par exemple Xtask Wasm, c'est fait exprès pour intégrer toute la compilation de Wasm, Wasm Bindgen et même Wasm OPT. Donc c'est un optimizer. Une fois qu'on a compilé en WebAssembly, on peut optimiser le bundle après avec un outil externe. Donc Xtask Wasm fournit tout ça en tant que librairie qu'on peut utiliser dans son projet, quoi. Alors Xtask, ça peut servir à plein de choses. Par exemple, on pourrait avoir un Xtask deploy qui va compiler les assets, les envoyer sur S3. Xtask CI qui va lancer tous les tests, par exemple. Enfin, on peut avoir on fait vraiment du code custom. C'est du code Rust, un peu comme les tâches rake en Ruby, où on peut faire des actions, quoi. Alors dans tout ça, qu'est-ce qui n'a pas très bien marché, ou qu'est-ce qui ne marche pas trop bien? C'est le temps de compilation. Donc sur par exemple des runners GitHub, ça met un temps dingue pour compiler, et, surtout en release. Et alors l'autre chose avec les temps de compilation, c'est quand vous avez un workspace complet, le serveur par exemple il est compilé pour x86, il y a la compilation incrémentale, donc il ne faut pas tout recompiler à chaque fois, ça va. Par contre le front-end avec Rust Analyzer, il va le compiler aussi pour x86. Et donc, quand vous allez builder en vrai Wasm cette fois-là, ben, il ne pourra pas utiliser le cache et il va recompiler de zéro, quoi. Et donc, il y a quelques mécanismes là où il faudrait encore mettre un peu d'huile dans la machine pour que ce soit plus fluide, quoi. Parce qu'il y a des moments où ça peut vite être frustrant. Par contre, pour les lambda et le serveur, ben, pas de problème, c'est x86, c'est du code, ça fait un binaire normal, il n'y a pas faut pas s'embêter, quoi. Un autre
point qui peut être un peu frustrant, c'est il y a certaines choses qui demandent plus de réflexion en amont. Donc par exemple, la gestion des erreurs. Donc en Rust, il y a pas de... Les erreurs, c'est des datas en fait, c'est pas du control flow, c'est une donnée comme une autre. Et il faut toujours savoir quoi faire avec, quoi. Donc il y a des stratégies pour les remonter, pour les ignorer, on peut faire un peu ce qu'on veut. Mais c'est pas évident, quoi. De zéro, parfois on peut vite s'en mêler les pinceaux, surtout quand on commence à avoir plusieurs couches. Il peut y avoir une erreur dans la génération du template HTML, mais parfois c'est dans un call qu'on a fait à quelque chose d'AWS où on attendait une réponse. Et parfois les erreurs, à un moment il faut les agréger quelque part et c'est assez difficile. Ça rejoint le point suivant, l'apprentissage de Rust. C'est quand même une barrière à l'entrée qui est évidente. Je ne sais pas si vous avez tous essayé de faire du Rust, combien de temps il a fallu avant d'être confortable, mais ça peut prendre du temps. Alors, pour le front-end, l'écosystème, il n'a rien à voir avec Angular, Vue, React et tout. Il n'y a même pas le quart du tiers de la moitié de ce qui est disponible en React. Hein. Mais toutes les briques sont là. Et pour l'usage qu'on a, en fait, on n'a pas été bloqué, on n'a pas eu de point bloquant très fort sur ce front-end. C'était un peu notre crainte. C'était un peu là où on avait un innovation token à dépenser, c'était pour le front-end. On se disait, on peut rétro-pédaler si on se rend compte que ça ne va pas, mais finalement, on ne l'a pas fait. Et alors, le dernier point, c'est pour engager. C'est assez dur de trouver des développeurs Rust sur le marché du travail, quoi. Par contre, il y a des trucs qui sont bien. Souvent, quand on compile, ça marche. En gros, moi, par exemple, maintenant, quand je retouche une application Ruby on Rails, j'ai peur, quoi. J'ai aucun garde-fou et j'ai vraiment très peur. Là, comme je suis distrait, souvent je me fais rattraper à temps avant d'envoyer. On a eu une seule fois, la première fois qu'on a déployé l'app Cloud, c'était en interne, donc devant les commerciaux et les gens qui représentent la boîte en interne, qu'on forme avant d'aller dans le monde. Là, il y a une lib qu'on utilise qui génère les graphes. On avait des graphes. Et elle paniquait, quoi. Donc elle crache, mais elle ne retourne même pas un résultat ni rien. Elle crache, quoi. Et donc il y avait les 20 gars qui essayaient d'accéder à l'app en même temps. C'était une formation, donc les gens ils suivaient les instructions de comment faire pour ajouter un projet, machin et tout. Et puis bing, ce truc crache parce que c'était un cas limite qu'on n'avait pas. Et là, impossible de faire quoi que ce soit. Le truc il crache, il reboot. Et puis, on déploie dans Fargate, donc il redémarre une tâche Fargate, et elle recrache tout de suite, forcément, parce que tu as 20 gars qui rafraîchissent la page non-stop. Donc j'ai su reproduire en local, et puis pour la session de l'après-midi, c'était fini, mais c'était le seul gros fail qu'on a eu. Alors après, pour contrebalancer, le Rust c'est difficile à apprendre. En fait, moi j'écris du Rust comme du Python. Hein. Je m'emmerde pas, je clone tout. C'est unwrap en default. Si je passe plus qu'un quart d'heure sur une lifetime, tant pis, je clone ou je mets dans un RC ou dans un arc, et tant pis. On s'en fout, parce que la performance, elle est quand même là, donc finalement, il y a juste 2-3 trucs où il y a des streams, parce que les données qui s'accumulent dans ATA Smart, parfois, ça fait quand même pas mal en volume. Là, quand j'ai un stream de data qui vient, là, je fais attention de ne pas tout cloner, parce que pas exploser le serveur, mais sinon, pour les perfs, on s'en fout. Enfin, ça marche, je clone, très bien. Alors l'autre point, c'est avoir Rust partout, c'est facile parce qu'il n'y a pas de context switch. C'est toujours, dans Rust, j'utilise les outils cargo, enfin tous les trucs habituels, Rust Analyzer. Ça, finalement, c'est bien de ne pas devoir switcher tout le temps. Et alors, ce qui est pas mal aussi, c'est que l'écosystème, il grossit. Enfin, les 2 dernières années, j'ai l'impression que ça a pris un petit coup d'accélérateur et qu'il y a un effet boule de neige qui s'installe. Maintenant, c'est peut-être juste moi parce que je baigne dedans tous les jours, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une accélération sur Rust. Voilà, c'était tout. D'ailleurs, on engage si vous cherchez si vous voulez travailler là-dessus. IMI engage. Vous pouvez. Il y a l'adresse email du chef, du grand chef de la R&D, ou moi, ou même on peut en parler maintenant. Mais voilà, c'est un aperçu global, quoi.
pas si vous avez des questions. Ouais. C'était quoi le mot que tu as utilisé pour les frameworks qui ont tous ces propriétés-là Ah oui, donc la question c'était quel mot j'ai utilisé pour le framework qui ont omakase. En fait, omakase, je pense, mais un expert de la culture japonaise va me rectifier très vite si je dis n'importe quoi. En fait, je pense que omakase, c'est quand tu vas dans un resto et tu demandes au chef, fais-moi tout, quoi. Je ne choisis pas sur un menu. Okay. Et donc, le gars te fait tes sushis ou tes préparations. C'est pas les restos où il faut être invité par des gens Ah, pas forcément, je crois. J'ai jamais été au Japon, mais c'est un terme qui a été inventé pour Rails, en fait. Et du coup, il y avait une question subsidiaire. Dans les propriétés des frameworks, il y avait les job queues, donc avec des workers, machin. Est-ce que vous avez utilisé ce genre de mécanisme-là? Et si oui, vous avez utilisé quoi comme librairie? Non. Donc la question, c'est donc dans la liste de toutes les tâches d'un framework web, si on a utilisé les job queues, il y avait quoi d'autre? Un système de workers, genre Sidekick ou des trucs comme ça? Ouais, voilà. Donc ça, il n'y a pas. On peut utiliser Sidekick, il y a un penchant, parce que Sidekick, c'est fort Ruby. Ouais. Et il y a un penchant open source du même gars, en fait, qui s'appelle Rescue. Non, Rescue, c'est un autre Ruby aussi. Je sais plus. Qu'on peut utiliser avec Rust. Donc, on pourrait utiliser cette job queue là. Okay. Nous, non. En fait, on a pris le parti d'utiliser Postgres le plus possible, quoi. Donc, tant qu'il lâche pas, on utilise Postgres. On rajoute pas un autre outil. Donc, tout est stocké dans Postgres. Par exemple, toutes les datas des TS Smart, tout vient dans Postgres. On stocke un peu en time series. On utiliser une time series, une DB de time series, on met tout dans Postgres, qu'on a partitionné et qu'on essaye d'optimiser au maximum. Par exemple, WebSocket, il n'y a pas dans Rocket, il y a juste le SSE, Server Side Event. Donc on peut pousser vers le client, mais on ne peut pas recevoir. Donc non, on a vraiment soit utilisé une librairie, soit fait un truc sur mesure pour nous. Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous avez utilisé du Rust dans le front avec Wasm? Et répète la question. Ah, qu'est-ce qui fait qu'on a utilisé Rust dans le front avec Wasm? Ouais. En fait, ça c'est l'Innovation Token, il est là. C'est un pari qui n'est pas évident. La solution simple et safe, je pense que c'est de partir sur React ou un équivalent, quoi. Mais ce qu'on voulait, on voulait essayer le tout même langage, en fait. Parce que le but, en fait, c'est pas un but avoué, mais il y a vraiment le spectre des logiciels faits dans ce bureau est assez large. Il y a une application desktop Windows. Il y a beaucoup de logiciels qui sont produits là, pour usage interne ou distribué. Et on s'était dit, Rust, si on pouvait, il peut couvrir un large spectre de choses, donc pourquoi pas. Et si ça marche pour le front-end, tant mieux, quoi. Mais c'est là, ça a été clair depuis le début. Ça a été, si ça marche pas, on stoppe ce front-end dans Rust. Hein, c'est pas... Et je pense qu'avec le recul, on a plus galéré que si on avait fait du React tout de suite. Hein, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Mais là, maintenant, tout commence à s'assembler. Il y a 1 an et demi, c'était plus Cowboy que maintenant. Toutes les briques commencent petit à petit à se mettre ensemble. Moi, j'ai une question sur la vanne, c'est ici, c'est ça? La vanne? Est-ce qu'il y avait une contrainte mémoire et quelle est la taille de votre Wasm complet? Ah oui, donc la question c'est est-ce qu'il y a des contraintes sur la taille mémoire de la TA Smart? Oui, dessus. Ouais. Oui, il y a des fortes contraintes. En fait, déjà, niveau RAM, je ne sais plus combien c'est un STM 777. Et puis, il n'y en avait plus. Donc il y a un deuxième processeur qui a été rajouté, avec des caractéristiques différentes, évidemment, parce que pour trouver des microprocesseurs ces jours-ci, c'est compliqué. Et en fait, on a une flash à côté, je ne sais plus combien il y a dedans, mais 16 mégas peut-être, un truc comme ça. Mais là, on stocke les logs, en fait. C'est énorme, hein, 16 mégas, c'est le luxe. Mais c'est pas la RAM, c'est de la flash où on peut juste écrire. Mais je dis peut-être une connerie, 16 mégas, je ne suis pas sûr. Et le Wasm compilé, il fait un peu moins d'1 méga, avec tout dedans. Après un passage Wasm OPT, donc l'optimiseur de Wasm. Donc c'est 1 méga, ça tourne sur des 1 méga.
Ce qui est beaucoup et pas beaucoup, parce que la TA Smart, pour servir ce méga, elle peut parfois mettre du temps. Mais ça s'optimise. Au fur et à mesure des releases, on gagne des secondes, quoi. Et puis WebSocket, par contre, là, il n'y a pas de contrainte, ça va super vite, quoi. WebSocket, là, la vanne, elle prend les bytes, elle les envoie à l'interpréteur de commande et il ne passe rien, quoi. J'ai une question. Oui. Pourquoi le choix des lambda plutôt que notre solution? Ah, pourquoi? Et une deuxième question, désolé, c'était aussi est-ce que par rapport à un langage de script utilisé en Ruby, ça va coûter moins cher la facture AWS? Ah, donc il y a deux questions. La première, c'est pourquoi les lambda? Et la deuxième, est-ce que comparer un langage comme Ruby, est-ce que ça va coûter moins cher en hosting? Oui, en fait, les lambda, c'était parce qu'on voulait dépenser le moins. On avait déjà dépensé pas mal, encore une fois, Innovation Token sur Rust. Et donc, on voulait minimiser le problème sur les autres. On était dans AWS, parce qu'en fait, ils ont un chouette service AWS IoT qui fournit un broker MQTT, donc tu ne dois pas le hoster toi-même, c'est eux qui font tout. Déjà, ça nous enlève un poids. Et puis, ce truc-là s'intègre ultra facilement avec les lambda, quoi. En fait, chez AWS, tout est fait pour que quand tu commences à utiliser un produit, mais tu te retrouves avec toute la suite dans la figure, parce qu'ils veulent que tu utilises tous leurs trucs. Et donc les lambda, c'était une manière de rester dans l'environnement AWS, de pas prendre de risques à essayer de faire quelque chose, et alors aussi d'offloader certaines actions par rapport à l'app principale qui est un monolithe, les actions plus critiques, genre ingérer les données. On voulait que ça tourne dans des lambda parce qu'au moins les lambda elles ne dépendent pas du runtime de notre monolithe, quoi. Et alors le prix, oui, c'est un des avantages. C'était pas le but, hein. Ça c'était vraiment pas le but, parce que forcément ce genre d'application, il n'y a pas grand monde connecté en parallèle dessus, en fait, hein. Niveau perf, c'est pour ça que je disais aussi que je m'en foutais un peu des perfs, que je clonais tout. Et c'est parce que il n'y a pas grand monde, enfin, il n'y a pas 2000 personnes qui sont en train de configurer leur TA Smart dans le monde en même temps, forcément. Il n'y a pas beaucoup. Ils utilisent beaucoup quand ils font une installation. Parce qu'il y a des sites où il y a des centaines, des milliers de vannes, pas forcément tous des TA Smart, mais il y a des sites où il y a beaucoup. Et donc là, pour te dire, l'application, elle est dans plusieurs régions pour le failover, mais elle est sur la deuxième plus petite instance Fargate. Je ne sais plus c'est combien de RAM, mais c'est pas grand-chose. Donc je crois qu'elle a 256 mégas de RAM, le container qui fait tourner l'application. Et ça monte jamais, en fait. Ça reste ultra stable, c'est ultra prévisible. À part quand il y avait le panique, là c'était un peu plus galère. Mais une plus grosse machine n'a rien changé. Je me demande si on avait déployé une application Ruby ou Python. On aurait peut-être dû prendre une instance un peu plus grande, mais on aurait payé 100 balles en plus par mois, c'est pas très grave, quoi. Donc non, on n'avait pas la performance, n'était pas du tout dans les critères. Oui. J'avais une autre question sur le fait que vous utilisiez Rocket, et donc il me semble que c'est toujours Nike aujourd'hui. Vous avez des trucs Ouais. pour éviter d'avoir des problèmes avec... Oui, en fait, là, donc, Rocket, c'est un peu compliqué, hein, son histoire. Pardon ? Ah oui, la question Rocket, qui est toujours sur Nightly. Donc Nightly Rust, on ne peut pas l'utiliser avec une version Rust stable. Ben, en fait, Rocket 0.4 n'était pas async, et en effet, il utilisait des features qui étaient unstable. Mais avec la 0.5, qui est en RC2 maintenant, c'est async et ça marche sur Rust stable. Et ça, c'était un des problèmes. Par exemple, la 0.5 est sortie, 0.5 RC1 est sortie, et puis il a fallu 1 an pour la RC2, par exemple. Bon, c'est pas très grave parce que tout était là et ça marche quoi, tu vois, il n'y a pas besoin, mais tu te dis, putain, niveau maintenance, on est quand même... limite, tu veux payer pour maintenir, toi, ou pour qu'il y ait quelque chose, mais c'était pas possible, quoi. Donc, en fait, il y avait 2 mainteneurs principaux. Un gars qui a fait tout le transfert vers Async, et puis, je sais pas, il a disparu.
Et puis le mainteneur principal a disparu aussi, mais pour des raisons, enfin il y a la vie quoi, donc ce gars-là il peut pas tout faire. Et donc là maintenant il y a un peu la volonté pour la 0.5 stable de sortir une fondation et que ce soit la fondation qui prenne le chapeau. Parce que Rocket par exemple, le dépôt GitHub c'est toujours le repo personnel du mec quoi. Donc ouais. On l'a jamais utilisé sur Nightly, on a tout de suite utilisé la 0.5. Qui est NRC, hein, donc voilà. Mais ouais. Je crois qu'aujourd'hui, si je devais partir de zéro, je prendrais plutôt Axum, clairement. Je pense que c'est plus sain. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Ouais, du coup, comme tu es en train de dire, tu penses quoi d'Actix? Pardon? Tu penses quoi d'Actix? Dactix? Ouais, c'est nul. Mais Dactix, Actix, il est vraiment fort utilisé, donc je pense qu'il est aussi, il est établi en fait. D'ailleurs, le bouquin de Luca Palmieri, je ne sais pas si vous voyez tous plus ou moins, c'est un bouquin où il explique comment faire du développement web avec Rust, mais il prend tout de zéro, quoi. Comment setup NDB, faire un Docker, machin, enfin tout de A à Z. Et lui, il utilise Actix. Et finalement, en fait, c'est très proche. Ils sont tous très proches, hein, ces frameworks. C'est toujours... je me demande combien de temps il faudrait pour migrer l'application là de Rocket à Actix ou à Axum. Je pense que ça ne prendrait pas trop de temps que ça, justement parce que c'est pas une stack OMAC. Et en fait, mes fonctions, c'est des fonctions Rust en premier. Après, il y a tout l'emballage de comment les routes sont appelées, comment les paramètres sont extraits des requêtes, comment les cookies sont gérés. Mais sinon, après, c'est du code Rust et de l'assemblage de lib, finalement. Donc, je pense qu'on peut passer de l'un à l'autre facilement. Et pourquoi pas Actix? Actix aussi a eu son épisode, son drama. C'était un gars aussi qui développait ça. Actix gagne tous les benchmarks des frameworks, c'était speed à fond. Mais le gars faisait beaucoup d'unsafe, même des endroits où il n'y avait pas besoin de faire de l'unsafe pour gagner de la perf. Et donc les gens faisaient des pull requests en disant bah, écoute là, unsafe, il sert à rien, il y a moyen de faire autre chose. Et ça s'est mal passé. Le gars a démissionné. Des mainteneurs ont repris Actix et maintenant ça continue son bonhomme de chemin. Mais je crois qu'à l'époque, je dis ouais, Actix, on va voir. On va le laisser tout seul. À l'époque, il a supprimé le repo complètement. Ah oui, juste, oui. 3 jours, il n'y avait plus de Actix. Ouais, donc ouais, il y avait, à un moment, il avait complètement viré le repo. Ouais. Donc là, j'étais un peu refroidi pour Actix. Mais non, le projet que j'avais fait avant, j'avais utilisé Actix. Ouais. C'était le plus mature. Mais voilà. On va boire, je pense, et manger. Hein. Merci. Ah, dernière question. Je pense qu'il y a c'est possible, il y a un monde où on pourra avoir entre gros guillemets full stack Rust comme on a full stack JS aujourd'hui. Attends, pardon. Si... Tu vois, est-ce que c'est possible un monde où il y aurait un full stack Rust entre guillemets comme on a un full stack JS? Ah, est-ce qu'il y aura un monde où on a un full stack Rust comme on a un full stack JS Là, je pense pas, parce que je pense qu'on a toujours des librairies. On a plein de librairies qui marchent toutes très bien, et on va toutes les assembler de manière différente selon les besoins. Et je pense pas qu'il y aura la stack unique qui sera parfaite, un peu comme en Ruby on Rails. Pardon ? Ça m'a fait trop longtemps à compiler. Déjà, ça mettrait trop de temps. Et puis, je pense je pense pas que ce soit dans la philosophie des Rustacéans, des gens qui font du Rust. Mais peut-être que oui. Par exemple, dans les frameworks front-end, là, il y en a un qui est Moonzoon. Ouais, il se veut full stack, je pense. Hein. Il fait aussi bien back-end que front, avec des signaux pour envoyer les ouais. Donc peut-être que ça peut être une solution qui sera full stack. Mais ce sera vraiment full stack quand l'embarquerait ça en Rust aussi. Hein. Merci.